Nous allons voir maintenant le trajet du nerf trigémo intracrânien et comment il va quitter, ou plutôt comment ces branches vont quitter la boîte crânienne. Pour cela, on va s'aider, comme d'habitude, par une vue latérale, après avoir fait la coupe sagittale passant par la cavité orbitaire, et on retrouve quelques repères habituels, à savoir la cavité orbitaire, limitée en haut par la partie horizontale du frontal. Voilà, la petite aile du sphénoïde en haut aussi. La grande aile du sphénoïde qui délimite avec la petite aile la fissure orbitaire supérieure et va se continuer en arrière par le temporal. Et à ce niveau-là, on va passer en coupe sur la pyramide et sur donc, le rocher. La suture entre les deux, sphénoïde temporal. Voilà. À l'intérieur, on retrouve la selle turcique, le dorsum de la selle, et le jugum, plutôt, excusez-moi, pas le jugum, mais plutôt le dorsum de la selle qui va se continuer en arrière par le corps de l'occiput ou le clivus. Donc, la continuité du rocher avec l'espace qui va ménager l'espace qui va ménager avec le corps du sphénoïde et avec la grande aile du sphénoïde. À ce niveau-là aussi, on retrouve le foramen rond et le foramen ovale qu'on retrouve là. Voilà. On va continuer maintenant pour délimiter les cavités orbitaires qui nous intéressent dans cette vue-là, avec le plancher formé par l'os sphénoïde qui est coupé au niveau du sinus, et aussi longitudinalement, on a coupé le sillon et donc sillon, puis le canal infraorbitaire. Donc là, on est dans le sinus maxillaire. Voilà. On va mettre un petit bout de donc la mandibule, la branche qui est coupée, le corps de la mandibule, et on va s'arrêter là. Bien sûr, à ce niveau-là, c'est l'épine, c'est la lingula mandibulaire, ou encore l'épine de Spix, et qui va marquer bien sûr l'entrée du canal alvéolaire inférieur. Derrière le maxillaire, on retrouve la grande aile du sphénoïde qui va émettre le processus ptérygoïde, qui est là, et le foramen se trouve juste en dehors de ce processus ptérygoïde. Alors, le nerf maintenant trigémo qui va sortir du tronc cérébral, précisément du pan, on le retrouve à ce niveau-là. Donc, il est assez profond dans la fosse postérieure. Il doit remonter vers le haut pour rejoindre la face endocrânienne antérieure du rocher. Donc, c'est pour cela qu'il va cravater, qu'il va avoir un rapport étroit avec le bord supérieur du rocher, sur lequel il va laisser une empreinte, et il va reposer maintenant sur la face antérieure, endocrânienne antérieure du rocher, et sur laquelle aussi, il va laisser une empreinte qui est la fossette trigéminale. C'est en effet la fossette sur laquelle repose ce ganglion trigéminal. Alors, le tronc du nerf avec le ganglion vont se trouver dans un dédoublement de la durée à ce niveau-là. C'est comme un doigt de gant, donc on va passer à l'intérieur comme un doigt de gant, ce qui fait en effet, il va créer un diverticule, un cul-de-sac ou un diverticule, si vous voulez, et qu'on appelle ça le diverticule de Meckel. Alors, à partir de là, on va voir trois nerfs qui sortent. Donc d'abord le nerf ophtalmique, qui va passer à l'intérieur de la cavité orbitaire. Ensuite, une fois qu'il est passé, il va se diviser en ces trois branches terminales, à savoir le nerf frontal, qui lui va se diviser en deux branches aussi, le nerf supratrochléaire et le nerf supraorbitaire. Donc ça, c'est le nerf, le 5-1. Ça, c'est le nerf frontal, qui va se diviser en deux branches. Une branche pour la région frontale, qui est le nerf
orbitaire. Et une deuxième branche, qui est la branche, bien que le nerf supratrochléaire. Trochléaire pourquoi? Parce que tout simplement, il va passer au-dessus de la trochlée du muscle oblique supérieur. Donc les deux branches terminales, et c'est le nerf supratrochléaire, c'est un nerf qui va innerver plutôt la région nasale. Donc le dos du nez sera innervé en partie, ou entre autres, par le nerf supratrochléaire, qui est une branche du nerf frontal, issu lui-même du nerf ophtalmique. La deuxième branche maintenant, c'est la branche nasociliaire. Donc le nerf nasociliaire, comme le nom l'indique, il va participer à la formation du ganglion ciliaire auquel il va donner des branches sensitives. Et aussi, il va donner le nerf nasal avec des branches ethmoïdofrontales qui vont passer dans les canaux ethmoïdofrontaux et qui vont le ramener en dedans dans la cavité nasale en finale. Puis il va se continuer par un deuxième nerf qui va passer au-dessous de la trochlée et qu'on appelle ça le nerf infratrochléaire. La troisième branche est la terminale. Donc ça, c'est le nerf nasociliaire. Donc nerf nasociliaire. Voilà. Ce ganglion reçoit entre autres aussi une branche provenant du 7. Par la suite, donc le dernier nerf, branche terminale, c'est le nerf lacrymal qui va innerver la glande lacrymale. Donc c'est le nerf lacrymal. Mais ce nerf-là, qui est une branche du 5, n'a pas de composante sécrétoire, comme on l'a vu. Et donc, comment il va voir cette composante-là? C'est une composante qui va emprunter le deuxième nerf, qui est le nerf maxillaire, en remontant d'un ganglion qui est le ganglion sphénopalatin, donc provenant du 7. Donc le nerf, une fois qu'il sort du foramen rond, il va se trouver dans la fissure orbitaire inférieure. À ce niveau-là, c'est l'espacement entre la grande aile du sphénoïde et le maxillaire. Il va survoler cet espace-là et ensuite il va reposer sur le sillon, sur la gouttière, ensuite le canal infraorbitaire pour se terminer dans la région infraorbitaire. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça le nerf infraorbitaire, qui est la branche terminale du 5-2. Donc dans son trajet, tout d'abord, il est extracavitaire, en dehors de la cavité orbitaire, du fait qu'à ce niveau-là, on va retrouver du périos qui va fermer complètement la fissure orbitaire inférieure. Donc lui, il va passer en dehors de cette membrane qui est des membranes périostique. Et à ce niveau-là, il va donner aussi une branche pour le nerf, pour le ganglion plutôt, ganglion sphénopalatin. Deuxième ganglion du système plutôt végétatif de la tête. Ce nerf-là va donner une branche anastomotique avec le nerf lacrymal, ce qu'on appelle aussi l'anse lacrymale. Troisième nerf maintenant, c'est le nerf maxillaire, le nerf mandibulaire, qui lui va quitter par le foramen ovale, le plus volumineux de ce nerf-là, le foramen ovale, et ce foramen ovale, il va se trouver dans la fosse infratemporale directement. Cette fosse-là, je vous rappelle, est limitée en arrière et en dedans par la face latérale de la lame latérale du ptérygoïde. Donc on est parfaitement dans cette région-là au niveau de la fosse infratemporale. Et à ce niveau-là, il va se diviser en deux troncs nerveux. Un volumineux tronc antérieur, qui est le nerf lingual, qui va se rendre aussi bien à la langue que je schématise à ce niveau-là. Voilà. Qu'aux glandes salivaires qui vont se trouver juste à côté, à savoir la sublinguale et la submandibulaire. La deuxième branche maintenant, c'est une branche postérieure
qui va se rendre au canal alvéolaire inférieur, et ce n'est autre que le nerf alvéolaire inférieur. Dans son trajet, il va donner aussi, tout d'abord, le ganglion otique, troisième ganglion du système végétatif de la tête, et aussi il va donner le nerf auriculotemporal, qui va se trouver à l'intérieur de la fosse infratemporale au départ, traversé par une artère ascendante qui va passer à travers un petit trou, c'est le foramen épineux, et donc cette artère-là n'est autre que l'artère méningée moyenne, donc il va traverser ce nerf. Voilà. Donc ça c'est nerf lingual. Le nerf alvéolaire inférieur. Et le nerf auriculo-temporal. Alors ce nerf-là, il va quitter la fosse infratemporale par la boutonnière rétrocondylienne de Juvara et il va se trouver donc directement dans la loge parotide. Il va traverser la loge parotide, qu'il va innerver déjà la parotide à ce niveau-là, et ensuite il va passer derrière l'oreille pour remonter dans la région temporale à ce niveau-là, et c'est pour cela qu'on appelle ça le nerf auriculo-temporal. Donc, ces trois ganglions vont servir aussi d'anastomose avec d'autres nerfs essentiellement sympathiques et parasympathiques, notamment le 7 et le 9, comme on l'a vu déjà dans un topo antérieur. Et ce nerf va innerver le globe oculaire, aussi bien sur le plan sensitif, c'est le nerf nasociliaire qui va l'assurer, que sympathique, c'est aussi le plexus sympathique qui va accompagner l'artère ophtalmique qui va donner, ce plexus-là, va donner ses branches sympathiques pour le ganglion ciliaire. Et parasympathique, c'est le 3, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le 3 qui va donner cette composante-là par le nerf pupillaire. Par la suite, le sphénopalatin, là aussi, il va recevoir le nerf vidien. Le nerf vidien, il est formé par les pétreux. Donc, c'est le grand pétreux qui va traverser le foramen déchiré. Il va se trouver entre les deux ailes du ptérygoïde et directement, il va traverser le canal, qu'on appelle le canal vidien, à ce niveau-là, pour se trouver dans cette région qui est la fissure ptérygo-maxillaire, qui va donner accès, derrière le tableau, si vous voulez, à la fosse ptérygopalatine, et il va participer à la formation de ce ganglion. Là aussi, l'artère maxillaire qui va se trouver à ce niveau-là, donc il va rentrer qui naît au niveau de la loge parotide, il va traverser la boutonnière rétrocondylienne de Juvara, il va se trouver dans la fosse infratemporale, et ensuite il va faire une petite crosse pour passer à l'intérieur de la fosse ptérygopalatine. Et en passant, il va donner aussi des branches du plexus sympathique qui l'accompagnent à ce ganglion pour compléter la formation de ce ganglion végétatif. En fin de compte, le troisième ganglion, qui est le ganglion otique, là aussi, il va recevoir une branche parasympathique provenant du 9, après ce trajet qu'il va faire à l'intérieur de la cavité de l'oreille, par le nerf des ocopsans, et ensuite le nerf grand pétreux, qui va traverser là aussi la fissure orbitaire supérieure, qui va traverser le foramen déchiré, et il va descendre pour rejoindre ce ganglion et compléter son innervation, notamment une innervation sécrétoire avec la sécrétion salivaire de la glande parotide provenant de noyau salivaire inférieur, qui est l'un des noyaux qui forment le 9. Je pense qu'on a terminé. Merci bien.